Dièse chapitre 1, une rencontre inattendue. L'été s'était installé sur Avignon avec une chaleur écrasante qui transformait l'air en une couverture épaisse et moite. Dans ma modeste maison en périphérie de la ville, j'avais pris l'habitude de me lever tôt pour profiter de la fraîcheur matinale et m'occuper de mon petit jardin, mon refuge personnel contre l'agitation urbaine. Ce matin-là, alors que j'arrosais mes plants de lavande, un mouvement furtif près de la clôture attira mon attention. Au début, je n'y prêtais qu'une attention distraite, pensant qu'il s'agissait d'un des nombreux chats du quartier. Pourtant, quelque chose dans ce mouvement était différent, plus sauvage, plus primitif. En m'approchant doucement, mon cœur manqua un battement. Là, à quelques mètres de moi, se tenait une créature majestueuse, un lynx. Sa présence, totalement inattendue dans cette zone périurbaine, me laissa sans voix. Son pelage, normalement lustré, était terne et emmêlé, trahissant des jours, peut-être des semaines de vie difficiles. Mais ce qui me frappa le plus, ce furent ses yeux dorés, deux orbes ambrés qui semblaient contenir toute la sagesse du monde sauvage. L'animal maintint une distance prudente, son regard alternant entre moi et les alentours, comme s'il évaluait simultanément le danger que je représentais et d'autres menaces invisibles. Je remarquai alors un détail qui changea complètement ma perception de la situation, son ventre était gonflé d'une manière particulière. Cette magnifique créature était une femelle, et elle attendait des petits. Sans réfléchir, je reculai lentement vers la maison, gardant un œil sur elle. Je revins quelques minutes plus tard avec une gamelle d'eau fraîche et quelques morceaux de viande que j'avais dans le réfrigérateur. Je déposai le tout à mi-chemin entre nous, un geste de paix qui me semblait naturel face à sa détresse évidente. La lynx que je décidai spontanément d'appeler Cléo, en hommage à la reine d'Égypte, tant elle avait de majesté dans son port, observa mes mouvements avec une attention soutenue. Elle ne s'approcha pas immédiatement des offrandes, mais je vis dans son regard une lueur d'intérêt qui me donna espoir. Les jours suivants établirent une routine étrange et fascinante. Cléo apparaissait à des heures régulières, toujours avec cette même prudence calculée. Je remarquai qu'elle suivait un schéma précis dans ses visites, comme si elle testait ma fiabilité, évaluant ma constance et ma patience. Sa démarche, bien que gracieuse, trahissait une fatigue profonde, et son corps amaigri racontait l'histoire d'une survie difficile dans un environnement qui n'était pas le sien. Je commençai à noter ses horaires de passage, ses préférences alimentaires, ses moments de repos à l'ombre de mon olivier. Chaque détail était précieux, chaque observation m'aidait à comprendre un peu mieux cette créature extraordinaire qui avait choisi mon jardin comme refuge temporaire. Mais je savais, au fond de moi, que ce n'était que le début d'une histoire bien plus complexe, dont les ramifications allaient bientôt me surprendre d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Dièse chapitre 2, les secrets de Cléo. Un samedi matin, alors que le soleil commençait à peine à caresser les toits d'Avignon, je remarquai que le comportement de Cléo était différent. Elle semblait plus nerveuse que d'habitude, plus hésitante dans ses mouvements. Cette fois, au lieu de repartir après son repas habituel, elle resta près de la clôture, me regardant fixement comme si elle essayait de me communiquer quelque chose. Poussé par une intuition inexplicable, je décidai de la suivre, maintenant une distance respectueuse alors qu'elle se dirigeait vers un terrain vague non loin de ma propriété. L'endroit était un véritable chaos urbain, vieux meubles abandonnés, carcasses de voitures rouillées, débris de verre éparpillés comme des pièges invisibles. Le contraste entre la noblesse naturelle de Cléo et ce décor de désolation était saisissant. Elle me guida à travers ce labyrinthe de débris jusqu'à une vieille Renault abandonnée, dont la carrosserie délabrée formait un abri précaire. C'est là que je les entendis, des petits miaulements à peine audibles, mais indubitablement présents. Sous la voiture, blottis contre leur mère, 3 minuscules chatons de lynx s'agitaient maladroitement. Cette découverte me coupa le souffle. Les petits étaient magnifiques, leur pelage tacheté encore duveteux, leurs yeux à peine ouverts sur le monde qui les entourait. Cléo les observait avec une fierté évidente, mais je pouvais aussi lire une certaine inquiétude dans son comportement. Elle avait choisi cet endroit par nécessité, mais ce n'était clairement pas un environnement adapté pour élever ses petits. Dans les jours qui suivirent, j'établis une nouvelle routine. Je leur apportais de la nourriture et de l'eau fraîche, prenant soin de ne pas trop m'approcher pour ne pas les effrayer. Petit à petit, Cléo commença à accepter ma présence plus proche, me permettant même d'observer ses petits pendant qu'ils tétaient ou jouaient maladroitement entre eux. Je leur donnais des noms, Lorenzo, le plus aventureux, toujours le premier à explorer les alentours, Giulia, la plus petite mais aussi la plus déterminée, et Marco, le plus calme, qui semblait préférer la sécurité de l'ombre maternelle à l'exploration téméraire de ses siblings. Chacun développait déjà sa propre personnalité,
et je me surprenais à passer des heures à les observer, fasciné par leurs interactions. Cependant, la situation était loin d'être idéale. Le terrain vague regorgeait de dangers, morceaux de métal rouillés, tessons de bouteilles, et même des produits chimiques abandonnés. Chaque jour apportait son lot d'inquiétudes, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'un incident ne se produise. La présence de plus en plus fréquente d'autres animaux dans les environs ne faisait qu'ajouter à mes préoccupations. Diès chapitre 3, l'orage l'été avançait, et avec lui vinrent les premiers signes d'instabilité météorologique. Les météorologues avaient annoncé des orages violents sur la région d'Avignon, mais personne n'était préparé à l'intensité de ce qui allait suivre. Le ciel, d'habitude d'un bleu éclatant, se couvrit rapidement de nuages menaçants, transformant l'atmosphère en une pénombre inquiétante. La première goutte de pluie fut comme un signal d'alarme. En quelques minutes, le terrain vague se transforma en un véritable marécage urbain. L'eau s'accumulait rapidement entre les débris, créant des ruisseaux improvisés qui charriaient toutes sortes de détritus. Je me précipitai vers l'abri de Cléo, le cœur battant à l'idée des dangers que cette situation représentait pour les petits. La scène qui m'accueillit me laissa admiratif. Cléo avait déjà commencé à déplacer ses petits. Avec une intelligence remarquable, elle les transportait un par un vers un point plus élevé du terrain, sous une vieille cabane de jardin abandonnée. Lorenzo, toujours aussi aventureux, tentait de marcher dans l'eau malgré les grondements réprobateurs de sa mère. Marco, plus prudent, suivait docilement les instructions maternelles, tandis que la petite Giulia tremblait, visiblement effrayée par le tonnerre qui résonnait au-dessus de nos têtes. Mais le refuge improvisé n'était qu'une solution temporaire. L'eau continuait de monter, et avec elle, les dangers se multipliaient. Des produits toxiques, jusqu'alors enfouis sous les débris, commençaient à se répandre dans les flaques d'eau. La petite Giulia, déjà fragile, fut la première à montrer des signes d'inquiétude. Sa respiration devint laborieuse, et ses yeux, d'habitude si vifs, semblaient voilés. Je savais que je devais agir, mais la situation était délicate. Cléo avait beau me faire confiance, elle restait une mère protectrice, et toute intervention mal calculée de ma part risquait de rompre le lien fragile que nous avions établi. Je décidai alors d'aménager un abri temporaire dans mon garage, suffisamment proche pour que Cléo puisse garder ses habitudes, mais assez sûr pour protéger les petits des intempéries. Pendant ce temps, les voisins commençaient à s'inquiéter de la situation. Les bruits inhabituels provenant du terrain vague attiraient l'attention, et certains avaient aperçu Cléo lors de ses déplacements nocturnes. Madame Dubois, une voisine particulièrement méfiante, avait même installé des caméras de surveillance, prétextant la protection de ses chats. La situation devenait de plus en plus complexe, et je sentais que nous approchions d'un point de non-retour. Un soir, alors que l'orage redoublait d'intensité, je pris une décision qui allait changer le cours des événements. Armé de couvertures et d'une cage de transport, je m'approchai doucement de la famille. À ma grande surprise, Cléo ne montra aucun signe d'agressivité. Au contraire, elle semblait comprendre que j'étais là pour aider. Peut-être était-ce l'instinct maternel qui lui faisait percevoir que ses petits avaient besoin d'un abri plus sûr, ou peut-être avait-elle simplement appris à me faire totalement confiance. Diès chapitre 4, le don de Cléo. Les jours qui suivirent l'orage furent décisifs. J'avais réussi à installer Cléo et ses petits dans mon garage, transformé en nurserie improvisée. L'espace était spartiate mais sec et sûr, avec suffisamment de recoins sombres pour que la famille puisse se sentir en sécurité. Cléo s'adaptait remarquablement bien à ce nouvel environnement, même si elle continuait ses sorties nocturnes, probablement pour maintenir son territoire et chasser. Un matin, alors que je déposais de la nourriture fraîche dans le garage, Cléo fit quelque chose d'extraordinaire. Elle s'approcha de moi avec une démarche différente, plus déterminée, tenant quelque chose dans sa gueule. Au début, je crus qu'il s'agissait d'une proie qu'elle voulait partager, un comportement courant chez les félins. Mais quand elle déposa l'objet à mes pieds, je restai stupéfait. C'était un médaillon ancien, son métal terni par le temps mais toujours magnifique. L'objet semblait avoir une histoire, peut-être même plusieurs. Ces gravures délicates racontaient une époque révolue, et je me demandais où Cléo avait pu le trouver. C'était comme si elle m'offrait un secret, une partie de son monde mystérieux. Ce geste renforça encore davantage notre lien particulier, mais il marqua aussi le début d'une période plus compliquée. Les rumeurs dans le voisinage allaient bon train. Certains affirmaient avoir vu une bête sauvage rôder dans leur jardin, d'autres s'inquiétaient pour leurs animaux domestiques. Les vidéos de surveillance de Madame Dubois circulaient maintenant sur les réseaux sociaux du quartier, alimentant les spéculations.
Je me retrouvais partagé entre mon désir de protéger Cléo et la nécessité de maintenir une certaine paix sociale. La situation prit un tournant encore plus critique lorsque des ouvriers commencèrent à apparaître autour du terrain vague. Des piquets de géomètres furent plantés, des machines de chantier stationnées. Le projet de construction dont on parlait depuis des mois se concrétisait enfin, menaçant de détruire l'ancien territoire de Cléo et potentiellement d'attirer encore plus l'attention sur notre secret. Pendant ce temps, les petits grandissaient à vue d'œil. Lorenzo devenait de plus en plus aventureux, s'échappant régulièrement du garage pour explorer le jardin. Giulia, qui s'était remise de sa mésaventure pendant l'orage, montrait maintenant des signes encourageants de rétablissement. Marco, toujours aussi calme, développait une fascination particulière pour les oiseaux qui venaient se poser sur le toit du garage. Un soir, alors que je travaillais dans mon bureau, j'entendis un bruit de verre brisé venant du garage. En me précipitant, je découvris que Lorenzo avait fait tomber plusieurs pots en tentant d'attraper une mésange imprudente. Le bruit avait alerté les voisins, et je vis des lumières s'allumer dans les maisons environnantes. Je savais que le temps nous était compté. Notre arrangement, aussi parfait qu'il puisse paraître, ne pourrait pas durer éternellement. Dies chapitre 5, la décision. Le bruit des engins de chantier devenait chaque jour plus assourdissant, et leur présence de plus en plus menaçante. Les travaux de démolition du terrain vague avaient commencé, transformant l'ancien refuge de Cléo en un paysage méconnaissable. Chaque coup de pelleteuse semblait résonner comme un compte à rebours, nous rappelant que notre arrangement précaire touchait à sa fin. Dans le garage, Cléo devenait plus agitée. Son instinct lui disait probablement que quelque chose allait changer. Les petits, maintenant plus grands et plus forts, commençaient à montrer des signes d'indépendance qui rendaient leur présence de plus en plus difficile à dissimuler. Lorenzo, en particulier, s'aventurait régulièrement dans le jardin, ignorant mes tentatives de le maintenir caché. C'est lors d'une de ces escapades que l'inévitable se produisit. Madame Dubois, qui surveillait son jardin depuis sa fenêtre, aperçut Lorenzo en train de jouer avec une branche. Ses cris d'alarme alertèrent tout le voisinage, et en quelques minutes, une petite foule s'était rassemblée devant ma maison. Les réactions étaient partagées, certains étaient fascinés par la présence de ces animaux sauvages, d'autres exprimaient leur inquiétude de manière plus véhémente. La situation devint encore plus complexe lorsque les autorités locales furent alertées. Un représentant de la mairie, accompagné d'un vétérinaire, se présenta à ma porte. Ils m'expliquèrent poliment mais fermement que garder des lynx sauvages dans une zone résidentielle constituait un risque pour la sécurité publique. Le vétérinaire, cependant, fut impressionné par l'état de santé des animaux et par le lien évident qui s'était créé entre Cléo et moi. Cette visite me fit réaliser que je devais prendre une décision difficile. Malgré tout l'amour que j'avais pour cette famille peu ordinaire, je savais que mon garage ne pourrait jamais être un habitat permanent pour des lynx sauvages. Les petits grandissaient, et bientôt, ils auraient besoin d'espace pour développer leurs instincts naturels. Je passai plusieurs nuits à rechercher une solution, contactant des sanctuaires et des réserves naturelles. C'est alors que je découvris l'existence d'un centre de réhabilitation pour félins sauvages près de Marseille. L'établissement avait une excellente réputation et, surtout, disposait d'un vaste espace naturel où les lynx pouvaient vivre en semi-liberté. Après de longues discussions avec les responsables du centre, un plan fut établi. Ils acceptèrent de prendre en charge Cléo et ses petits, leur offrant un environnement adapté à leurs besoins. Le plus difficile restait à faire, préparer le départ de cette famille qui avait transformé ma vie de façon si inattendue. Dies chapitre 6, au revoir, Cléo. Le jour du départ arriva avec la douceur d'une matinée de fin d'été. L'équipe du centre de réhabilitation était arrivée tôt, équipée de cages de transport spéciales et de tout le matériel nécessaire. Je les avais prévenus du lien particulier qui s'était créé entre Cléo et moi, et ils acceptèrent de me laisser gérer le transfert initial. Dans le garage, Cléo semblait comprendre que quelque chose d'important se préparait. Son comportement était différent, plus attentif, presque solennel. Les petits, maintenant bien plus grands qu'à notre première rencontre, s'agitaient avec leur énergie habituelle, inconscients du changement imminent dans leur vie. Le moment le plus émouvant se produisit alors que nous nous préparions à les faire entrer dans les cages de transport. Cléo, dans un geste qui me laissa sans voix, poussa doucement Lorenzo vers moi. C'était comme si elle me confiait symboliquement une partie de sa famille, une marque de confiance absolue qui transcendait les barrières entre nos deux mondes. Ce geste simple mais profond résumait toute notre histoire, tout ce que nous avions partagé. Le trajet jusqu'au centre fut organisé avec le plus grand soin. Je fus autorisé à accompagner le convoi,
observant à travers les grilles des cages comment Cléo maintenait son calme, rassurant ses petits par sa seule présence. Le paysage défilait, emmenant cette famille extraordinaire vers leur nouvelle vie, loin des dangers du monde urbain. Le centre était magnifique, bien plus que ce que j'avais imaginé. De vastes enclos naturels s'étendaient à perte de vue, offrant tous les éléments nécessaires à une vie sauvage épanouie, arbres, rochers, points d'eau, zones de chasse. Les soigneurs, passionnés et professionnels, m'expliquèrent en détail comment se déroulerait l'adaptation de la famille à leur nouveau territoire. Lorsque vint le moment de les libérer dans leur nouvel espace, je ressentis un mélange de joie et de mélancolie. Cléo sortit la première, prudente mais curieuse, inspectant son nouvel environnement avec attention. Les petits la suivirent, Lorenzo en tête comme toujours, ses yeux brillants d'excitation devant tant d'espace à explorer. Avant de partir, je sortis le médaillon que Cléo m'avait offert et le confiai aux soigneurs, leur demandant de le placer quelque part dans l'enclos. C'était ma façon de laisser une partie de notre histoire avec eux, un symbole du lien unique qui s'était créé pendant cet été extraordinaire à Avignon. Sur le chemin du retour, mon jardin me sembla étrangement vide. Pourtant, il était rempli de souvenirs, de moments précieux qui avaient changé ma perception du monde. Cette aventure m'avait appris que la confiance, même entre des êtres que tout semble séparer, peut créer des miracles. Que parfois, il faut savoir laisser partir ceux qu'on aime pour leur permettre de s'épanouir pleinement. Le médaillon de Cléo reste aujourd'hui exposé au centre, rappelant à tous les visiteurs que la frontière entre le monde sauvage et le nôtre est parfois plus fine qu'on ne le pense, et que l'amour et la confiance peuvent transcender toutes les barrières. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Cette histoire extraordinaire de Cléo et sa famille vous a transporté dans un monde où la confiance et l'amour transcendent les frontières naturelles. Pour continuer à explorer ces moments magiques, nous avons créé une playlist spéciale avec d'autres récits tout aussi touchants. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à cette vidéo. Chaque jour, nous partageons de nouvelles histoires qui scellent